Je disais, Magali, à l'instant, que Paris avait été épinglé par Bruxelles. On fait trop, c'est trop, on n'est pas les seuls. Mais notre déficit, manifestement, est trop important. C'est formel en fait depuis midi. À quel point et qu'est-ce que ça veut dire surtout ? Alors ce sont 7 pays de l'Union européenne qui reçoivent donc ce carton jaune, on a envie de dire, de la part de la Commission. Alors l'Italie, vous le voyez, a le déficit le plus élevé. Et nous, c'est vrai qu'avec 5,5% de déficit, une dette quand même qui représente 110% du PIB, on est un cas qui inquiète énormément à Bruxelles. Alors il faut savoir 2-3 choses. C'est pas la première fois que la France est épinglée parce que pendant des années, jusqu'en 2017, on a été sous cette procédure de déficit excessif sans qu'en fait il y ait véritablement de conséquences de sanctions financières. Oui. Elles n'ont jamais été jamais appliquées. En fait, normalement, il y a des sanctions financières, il y a un barème même. Exactement. Mais bon, on ne va pas enfoncer la tête de quelqu'un qui se noie. Et puis après, il y a eu toute cette période de Covid où là, avec le quoi qu'il en coûte, la Commission a décidé d'abandonner et de desserrer les taux. Donc là, en fait, c'est un retour à la normale. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'était prévu, c'est pas une surprise. Après, il est évident qu'on peut s'interroger sur l'opportunité aujourd'hui de pointer du doigt la France alors que les marchés sont déjà très fébriles. C'est pas une bonne nouvelle pour le camp Macron parce qu'en fait, c'est sa gestion à lui qui est épinglé parce que c'est vraiment sur les comptes de l'année précédente. Ça montre aussi que Bruxelles croit manifestement assez peu aux promesses de Bercy de revenir dans les clous, c'est 2027. Et puis c'est aussi un message, c'est une mise en garde envoyée en pleine campagne électorale à tous les autres partis, Nouveau Front Populaire, Rassemblement National, qui multiplient les dépenses qui aux yeux de Bruxelles sont manifestement pas budgétées. Mais là aussi on a envie de dire attention parce qu'en fait Bruxelles est déjà taxée tellement d'ingérence par certains partis que ça peut se retourner. Donc on a vraiment des institutions européennes qui aujourd'hui marchent sur un fil. Alors justement, Anne-Sophie Alsif est avec nous. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Anne-Sophie Alsif, vous êtes chef économiste de BDO France. On vous connaît. On a préparé une petite courbe sur les déficits depuis 1974 parce qu'en fait on a été dans le vert en 1974 et puis c'est tout. Et puis depuis plus jamais, on voit ici la courbe. Alors on voit évidemment la période Covid avec les -9, on voit la période de la crise des subprimes avec le -7,2. Est-ce que vous voyez l'avenir un peu plus clair compte tenu du fait, alors Magali l'a un peu évoqué, qu'on est en campagne et qu'il y aura sans doute une alternance, enfin il faut pas, on n'en sait rien pour le moment mais ça semble quand même assez probable. Est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous avez envie de dire en fait aux candidats aux législatives, aux patrons de partis ? C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on voit depuis la dissolution, nous avons des promesses qui sont très peu chiffrées en termes de finances publiques. Donc c'est très compliqué de faire une analyse pour dire, bien voilà, quel sera l'impact. Les mesures sont mises en œuvre, mais il n'y a pas de l'autre côté les recettes qui sont associées. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est en effet attention. Vous avez même dans certains programmes affiché le non-respect des fameux 3%. Comme nous sommes dans la zone euro, nous devons normalement respecter 3% de déficit public. C'est parce que nous sommes au-dessus que la Commission nous met dans cette procédure de déficit excessif. Donc si les déficits continuent d'augmenter et ne se résorbent pas, la difficulté, ça va être notamment l'affaiblissement de la France par rapport à nos partenaires européens, mais également notre capacité d'emprunt sur les marchés financiers qui peuvent augmenter en termes de taux d'intérêt. Et donc la charge de la dette que nous remboursons chaque mois pourrait augmenter. Et bien évidemment, cet argent, c'est de l'argent en moins pour les services publics, la santé, les hôpitaux, les écoles. Donc ça, en fait, c'est très important ce que vous dites parce qu'il faut bien. Souvent, on se dit mais oui, mais Bruxelles c'est loin, etc. En fait, ça impacte directement la vie des Français, la vie quotidienne. C'est pas loin du tout, puisque vous êtes un ménage, une entreprise, vous avez un budget à gérer. Si en effet ce que vous devez rembourser chaque mois à votre banque augmente, c'est moins que vous avez pour l'entreprise pour investir ou pour un ménage pour consommer. Donc c'est excessivement concret et si toutes ces mesures sont mises en œuvre et ne sont pas chiffrées, ou en tout cas compensées par des recettes ou d'autres solutions en fonction des programmes, il pourrait y avoir vraiment une explosion de ce déficit public. Alors attention, il ne faut pas non plus faire peur, on l'a vu, d'autres pays sont dans cette trajectoire de déficit public, nous ne sommes pas les seuls, nous avons beaucoup aidé, le gouvernement a beaucoup aidé l'économie française pendant le Covid, c'est un des gouvernements
évidemment qui est le plus protégé. Par contre, la conséquence, en fait, c'est cette dette. Et l'autre élément qui est préoccupant, notamment par rapport à l'Italie, parce que c'est souvent le pays qu'on cite en disant ils sont moins bien que nous, donc ça ira. L'Italie a la particularité, même si elle a un taux de déficit important, de revenir progressivement au déficit primaire. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le déficit comme ce dont on parle, mais quand vous mettez ces fameuses charges de la dette. Donc, ce que vous remboursez chaque mois, un petit peu ce loyer de l'argent, ce prêt que les États remboursent. Et là, on voit que l'Italie, finalement, à chaque fois, se rapproche de l'équilibre. Ça veut dire qu'il y a une bonne gestion des finances publiques, recettes, dépenses à moyen long terme. La France reste durablement déficitaire. Donc là aussi, pour tous les programmes qui ont vraiment des impacts sur les finances publiques très importants en termes de chiffrage, là aussi, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il y a un déficit qui n'est pas seulement dû à cette fameuse charge de la dette. À chaque fois, on dit attention, mais vraiment parce qu'on n'a pas ou assez de croissance ou assez de recettes. D'ailleurs, Valérie, c'est évidemment, ça ne peut pas être pire en termes de temps politique, là. Effectivement, alors Magali l'évoquait tout à l'heure, on est en campagne qui n'était pas prévue. Pour le camp de la majorité, ça peut difficilement être pire. Ça va être compliqué d'aller attaquer les adversaires sur leur programme économique quand soi-même, effectivement, on rend une copie qui n'est pas du tout, qui n'est pas bonne. Pour autant, le président de la République, hier, à l'île de Sein, a allègrement tapé sur les programmes économiques des deux principaux blocs adversaires dans cette élection, le Nouveau Front Populaire et le RN. La seule chose, mais peut-être notre experte pourra-t-elle utilement nous aider à y voir plus clair, c'est la question des impôts. Une des choses sur lesquelles le camp présidentiel n'a pas cédé depuis 2017, c'est la non-augmentation des impôts et au contraire même un certain nombre de baisses d'impôts. Est-ce que la copie que rend Bruxelles en disant trop de dépenses, vous n'êtes pas dans les clous, est-ce que ça peut inciter la nouvelle majorité, on verra ce qu'elle sera, s'il y en a une, à augmenter les impôts des Français? Et oui, c'est ça, parce qu'à un moment, il va falloir faire rentrer de l'argent dans les caisses. Il ne suffit pas d'en dépenser moins, effectivement, il faut en faire rentrer dans les caisses. Il y a autre chose aussi, Jean-Antoine Duprat, je vais me tourner vers vous, parce que vous êtes géopolitologue. Oui. En pleine crise géopolitique, respecter la règle, évidemment, est encore plus important qu'en temps, j'allais dire, plus calme, ou en tout cas, pas forcément de paix, mais en temps un peu plus calme. Et en même temps, c'est le serpent qui se mord la queue. Comment corriger le tir dans un contexte de crise géopolitique? Alors d'abord, je salue Anne-Sophie Alstif, que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir en conférence à la Sorbonne et dans d'autres contextes. Effectivement, aujourd'hui, le problème de l'assèchement des finances publiques pose des questions en matière de qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, pour la guerre en Ukraine. Comment va-t-on financer l'envoi de matériel? Je ne parle même pas des troupes éventuellement au sol. Et là, ça va être compliqué. J'ajouterai une chose, c'est qu'il y a la question des déficits, mais il y a aussi la question du stock de la dette. Le stock de la dette française, je passe sous le contrôle d'Anne-Sophie Alstif, c'est pour la France plus de 3 000 milliards, c'est-à-dire un peu plus de 110% du PIB, et ça représente quand même un quart du total de la dette européenne. Ouais. C'est quand même énorme. C'est colossal. C'est quand même très important. Alors on va nous dire, oui, la France est un pays, mais quand même. Donc ensuite, par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire les impôts, je constate que dans le programme du Nouveau Front Populaire, il y a un choc fiscal, notamment sur le capital. Bon, si l'augmentation de la pression fiscale, ça marchait toujours, je pense que la France serait un pays beaucoup plus riche qu'elle ne l'est, donc ça interroge. En ce qui concerne les autres partis, effectivement, comment finance-t-on? Alors, on finance en redéploiement budgétaire, on fait faire des économies sur certains sujets, mais lesquels? Et puis pour amener à d'autres. Donc la question se pose vraiment. Et c'est la crédibilité des programmes qui est en cause ici. Crédibilité des programmes, crédibilité de la France également, Magali, parce que tout à l'heure, dans le grand dossier, je recevrai un chercheur allemand en politique, sur la politique étrangère et notamment la politique allemande. J'ai regardé un peu ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, en gros, c'est que en Europe était saluée l'audace d'Emmanuel Macron qui s'est mué en sentiment d'irresponsabilité, en image d'irresponsabilité. Et ça, c'est évidemment aussi dramatique parce qu'il faut les rassurer, les acteurs économiques. Bien sûr. En fait, la France a perdu énormément de crédibilité au travers de cette notation. Et donc, il faut y voir deux messages. Il y a un message de fond qui remet en question la crédibilité de la France et donc la façon dont le budget de la France a été porté. Et puis, il y a un message sur la forme. Et le message de la forme, c'est la réponse et la justification de Bruno Le Maire derrière, qui dit « J'ai sauvé l'économie française ». Et ça, pour moi, c'est un levier essentiel à prendre en compte parce que, il a dit « j'ai ».
déjà. Donc l'impact en fait de sa phrase, elle est vraiment elle est très impactante pour notamment tous les entrepreneurs français. En fait, c'est pas une phrase anodine comme ça. Il faut savoir que c'est pas anodin aussi si on a aujourd'hui des chefs d'entreprise qui sont très en colère et qui potentiellement pourraient être amenés, parce qu'on a vu dans les statistiques sur les personnes en fait qui de plus en plus votaient Rassemblement National. 41% des chefs d'entreprise, regardez, c'est notre enquête IFOP de lundi. C'est sorti ce matin, 41%. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Effectivement, quand on dit j'ai sauvé la France, alors que ce sont les TPE et les PME qui font vivre l'économie française au quotidien, on ne peut pas se permettre ça. Et là, en fait, il aurait dû réfléchir à la façon dont il aurait pu moduler son message. Déjà pas tout seul, puisqu'il ne l'a pas porté tout seul. Il n'a pas sauvé tout seul la France. Et en même temps, avoir un peu plus d'humilité, effectivement, en fonction au regard de tous les acteurs qui ont permis de passer cette crise. On évoquait, Valérie, hier la petite phrase de Jordan Bardella, je n'irai pas si j'ai pas de majorité absolue. On imagine le futur ministre de l'économie ou le futur ministre du budget, joli cadeau de bienvenue quand même. Oui, mais quelle que soit la configuration. Absolument. Ce sera difficile pour n'importe quel ministre de l'économie ou du budget qui viendra à partir du 8 juillet, enfin, ou plutôt, parce que les négociations vont être un peu compliquées après le 7 juillet. On verra, on ne va pas insulter l'avenir, on verra comment ça se passe. Et donc reviendra forcément cette idée qui a été mise en œuvre en Italie d'un gouvernement de techniciens. Oui. Je vous rappelle qu'à l'époque, Mario Draghi avait été appelé pour justement faire en sorte que l'économie italienne ne sombre pas. D'après les chiffres que vous donnez, il n'a pas si mal réussi que ça. Oui. Et donc, on aura peut-être, on verra ce que fera le président de la République au vu du résultat des élections législatives, mais on aura peut-être un hyper technicien à Matignon, aider d'autres techniciens le temps d'expédier les affaires courantes et que les négociations puissent continuer. Ça va tanguer après le 7 juillet, quoi qu'il arrive, et quel que soit le résultat. D'ailleurs, ça inquiète la majorité, on aura l'occasion d'y revenir sans doute. Dernière question, Magali, pour vous. Je disais tout à l'heure, depuis 1974, on n'a pas été excédentaire, on n'a pas été en dessous des 3% depuis 2017. La Commission, vous le disiez, elle ouvre des procédures, mais les sanctions ne sont jamais appliquées, mais ça ne va pas durer éternellement comme ça. Le trou ne peut pas se creuser éternellement comme ça dans plusieurs pays de l'Union européenne. C'est un peu ce que dit le commissaire européen à l'économie, là, justement, qui explique ces procédures, ce lancement de procédures pour déficit excessif, en disant, en fait, on ne veut pas un retour à l'austérité, c'est pas ça qu'on est en train d'essayer de faire, mais à la prudence budgétaire. On est trop au-dessus de nos moyens globalement. Voilà, en mais Europe, dans un contexte en plus de tensions géopolitiques, on peut pas se permettre de laisser filer comme ça et de pas du tout avoir de matelas. Donc en fait, il y a une volonté quand même de sonner un peu, enfin de tirer la sonnette d'alarme. Et c'est vrai que c'est une question de crédibilité aussi pour la France. Que vraiment, pour être à Bruxelles très souvent dans les conseils européens, à chaque fois on dit c'est bien d'avoir plein d'idées, une volonté d'impulser de nouvelles choses, mais encore faut-il en avoir les moyens. Pour l'Ukraine notamment, c'est beaucoup ce qu'on dit. Ouais. Et c'est vrai que les Allemands qui sont toujours comme ça en backup, on a envie de dire, là on voit qu'ils s'inquiètent énormément de ce dérapage. On sera